bonsoir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est-il malade de démocratie? L'opinion publique a assisté il y a peu à des scènes classées sans risque de se tromper dans le registre des troubles à l'ordre public. Si dans une élection, on a l'habitude d'entendre parler de bulletins, de vote et d'urnes, ici on a eu droit aux menaces, bagarres, routes barrées et même des maisons incendiées. Bien qu'on n'ait pas eu écho d'une quelconque sanction à l'endroit des fautifs, il y a lieu de s'inquiéter non pas seulement de cette politique du deux poids deux mesures, mais de ce que peut augurer les lendemains dans le RDPC. La flamme, symbole de ce parti politique, n'est-elle pas en train de ravager les entrailles de la maison? Ne sommes-nous pas en face d'un feu qui couve tranquillement sous la cendre en attendant le bon moment pour embraser l'édifice? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier ou alors comment expliquer le fait qu'à chacun des renouvellements des organes de base de cette formation politique, ce soit la même rengaine? Mon invité de ce soir est membre de ce parti politique, membre du comité central du RDPC. Avec lui, nous essaierons de comprendre pourquoi tant de fougues cette année. Non pas qu'il n'y en ait pas souvent, mais il faut dire que cette fois, cette passion a fait beaucoup de remous. Nous reviendrons également sur le drame qui a eu lieu ce matin à Buea, dans la région du sud-ouest, de même que la visite du Premier ministre dans la région du nord-ouest et plus loin du décès de Sa Majesté Ibrahim Bombon-Dioya, également membre du RDPC. Le professeur Elvis Ngolengole est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, c'est toujours un très grand plaisir d'être sur un plateau si prestigieux que vous animez si bien, si professionnellement. Et je suis là pour échanger avec vos millions de téléspectateurs. Je pense que nous sommes en République et que dans le cadre républicain, nous avons beaucoup à apprendre. C'est un échange mutuel et que ce qui est important, c'est que nous soyons utiles à la République et que nous soyons toujours dans un esprit fraternel qui peut permettre à ce que chacun apporte sa contribution pour construire vers ce grand destin qui attend notre nation. Très bien. Alors nous allons démarrer par le drame qui a eu lieu ce matin du côté de Buea, c'est dans la région du sud-ouest. Déjà, que pensez-vous de ce qui s'est passé de ce côté-là ce matin? Oui, j'ai vu des images que quelqu'un m'a envoyées de Buea et vraiment c'est des images tristes et malheureuses puisque nous n'avons pas besoin d'arriver à cela. Quand vous voyez nous tous nous sommes des parents, quand vous voyez un enfant, une élève qui est mort et tué par balle de l'arme d'un officier. Vous vous demandez c'est quoi? Quel est ce malheur? Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous voyez que les populations sautent sur l'officier et le battent jusqu'à la mort, vous vous demandez mais pourquoi on doit arriver à cela? Puisque vraiment, ce que je peux dire, c'est que c'est tellement triste et malheureux que je me dis paix à leurs armes, puisque c'est terrible, c'est horrible, mais je suis parmi ceux-là qui pensent que la justice existe et la justice est là au service de nous tous. C'est maintenant une affaire de justice et je crois que j'ai toujours confiance en notre justice et que nous devons être d'abord exprimer nos condoléances aux familles des deux personnes qui sont mortes, l'élève et l'officier, mais en même temps de soutenir et leur donner tous nos encouragements pour qu'ils se tiennent, puisque c'est tellement horrible et malheureux. Et je me dis, notre République a besoin de tous les âmes, a besoin de tout le monde. Le Cameroun n'est pas en guerre et qu'il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a la concorde. Et nous devons à tout moment, à tout prix, en tout temps, en tout lieu, manifester cette concorde, cette fraternité, cette paix. Bien sûr, la paix est menacée
dans le Nozo, dans l'extrême nord et ailleurs, mais en général, la nation, telle que je vois les 25-30 millions Camerounaises, les Camerounaises aiment la paix, veulent la paix, ils veulent vivre la paix. Et je pense que nous tous, nous devons s'assurer que les vies de nos concitoyens en être humains soient sauvées et préservées en tout temps et en tout lieu, au lieu d'avoir des incidents comme on a eu à Boya, qui sont tellement tristes et malheureux et horribles, et pourtant on n'a pas besoin de ça en République. Mais pour ça, est-ce qu'à un moment, de telles bavures peuvent encore s'expliquer quand on sait que les forces de défense et de sécurité sont d'abord là pour protéger les populations? Est-ce qu'ici on peut encore expliquer? Non, je pense que j'essaie d'être dans mes sorties, dans mes déclarations, dans mes propos, j'essaie d'être toujours d'abord citoyen camerounais. Je suis un citoyen camerounais avant d'être d'autres choses. Et en citoyen camerounais, je me sens toujours patriote. En tant que patriote, citoyen patriote, je me dis, nos forces de l'ordre, dans tout État, dans tous les États du monde, les forces de l'ordre sont là pour nous protéger, pour protéger les populations, pour protéger l'intégrité de l'État, pour protéger nos biens. Et je crois que globalement, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, face aux menaces sécessionnistes et le trouble sociopolitique, je crois que les forces de l'ordre font leur travail bien. Mais il arrive de temps en temps qu'on a ce qu'on appelle en général des dégâts qui sont, certains disent collatéraux, certains disent des dégâts qui vraiment ne sont pas on ne peut pas, qui sont inacceptables. Maintenant, quand la situation arrive là où nous sommes, ça devient une affaire de justice. Maintenant, je ne peux pas dire qui a fait quoi, puisque maintenant, c'est maintenant une affaire de justice. On laisse, en être humain, en citoyen que je suis touché par le fait que une élève, un enfant, en tant que parent, un enfant est mort de cette manière-là, et que l'un de nos officiers a été battu, ou bien par les populations. Nous n'avons pas besoin de ça, mais il faut toujours dire ceci. Ça n'enlève en rien le fait que nos forces de l'ordre sont là pour faire leur travail de nous protéger, de protéger nos biens et de protéger l'intégrité de l'État. Ça, c'est leur rôle régalien. Partout dans le monde, le Cameroun n'est pas une exception. Hein. C'est que de temps en temps, certains cas, parfois isolés, comme la situation à Boya et dans d'autres situations, ça arrive. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, nous avons tous nos sentiments, nous avons tous nos opinions et tout, nos lectures, mais je me dis, à ce moment-là, ça devient une affaire de justice. Et quand ça devient une affaire de justice, on laisse à ceux-là qui sont des professionnels en la matière et ils sont conscients. Et notre justice, à ma connaissance, est une justice qui a des femmes et des hommes vraiment dignes, intègres, professionnels, conscients, et ils font leur travail de manière, à ma connaissance, qui est de manière admirable. Bon, en attendant que la justice ne fasse son travail, est-ce que cette situation ne vient pas quand même jeter l'opprobre sur les forces de défense et de sécurité, lorsqu'on sait qu'elles sont là déjà pour nous protéger, mais jeter également l'opprobre peut-être sur leur formation? Bien sûr. Vous savez, quand une situation si horrible, si triste, si malheureuse arrive, surtout quand on voit que c'est un enfant, un être humain, mais cette fois-ci c'est un enfant, une élève. Vous savez, ça touche tout le monde. C'est rare, dans n'importe quelle société, ça touche tout le monde. Maintenant, vous savez, quand l'homme devient émotionnel, passionné, il y a toutes sortes d'émotions qui sortent. Et ça se comprend. Nous ne pouvons pas, puisque nous sommes tous des êtres humains, je pense que ce n'est pas bien pour l'image de notre sécurité, surtout les forces de défense qui font vraiment un travail que nous tous nous devons admirer, encourager et soutenir, surtout quand vous voyez que notre armée est devenue, notre armée
est devenue une armée citoyenne, une armée humaniste, et ils font beaucoup de choses dans le sens humanitaire, dans le sens social. Et les populations ont commencé à être à l'aise avec nos forces de l'ordre. Quand vous voyez par exemple dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, même dans l'extrême nord, l'armée fait vraiment beaucoup d'activités sociales, humanitaires et tout. Et c'est une bonne chose. Et ça montre que nous avons une armée vraiment républicaine, citoyenne, qui est là parce qu'ils sont là au service des citoyens. Mais quand un incident arrive, comme c'est le cas à Boya, ça pose beaucoup de questions et ce n'est pas bien pour l'image. Alors, en tant que parent, qu'est-ce qui peut être attendu des autorités en ce moment? C'est-à-dire, lorsqu'on sait que perdre un enfant, qui plus est dans ces conditions, est douloureux. Qu'est-ce qu'un parent en ce moment peut attendre des autorités? Je crois que c'est tout à fait normal que dans les conditions de désespoir, des conditions de détresse, c'est tout à fait naturel que l'État que nous connaissons, notre État est un État de compassion, un État qui est sympathique, un État qui est proche de son peuple et de ses citoyens. C'est tout à fait normal que les autorités vont sympathiser avec les familles. C'est tout à fait normal. C'est même un réflexe de tout État de compassion. C'est-à-dire que l'État doit être humain, humaniste, puisque ça c'est le rôle de l'État, d'aller vers des citoyens en détresse, des citoyens qui sont dans les problèmes, puisque l'État est là pour le bien-être de toutes les populations, même si c'est comment. Ça, c'est le rôle régalien d'un État. Donc, c'est normal que nos autorités administratives autres aillent vers les familles éprouvées. Deuxièmement, les autorités doivent faire leur travail. C'est-à-dire quoi? Un officier est impliqué ou bien dans cet incident horrible, c'est tout à fait normal que les autorités vont procéder à faire des enquêtes et d'autres mesures pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit faire. Ça a le droit de demander la justice, c'est tout à fait normal de la part des citoyens, mais qu'il évite le chaos, qu'il évite tout réflexe à créer le désordre, puisqu'on n'a pas besoin. Je crois que l'État est là pour protéger, l'État est là pour assurer, l'État est là pour sympathiser. Et je crois que l'État est là pour rendre la justice. Et je crois qu'en fin de compte, la justice sera rendue. Mais le réflexe spontané doit être l'État, c'est-à-dire de la part des autorités, d'aller sympathiser, exprimer les condoléances et avec les familles éprouvées, puisque ce sont nos concitoyens qui sont touchés. Et je crois que ça ne va pas m'étonner que les autorités vont le faire, puisqu'ils savent jouer leur rôle. Ce n'est pas à leur apprendre. Professeur, c'est quand même compréhensible la réaction des populations ce matin après ce drame. Elles se sont énervées, elles ont manifesté. Est-ce que ce n'est pas compréhensible? Bon, généralement, vous savez que ce qui s'est passé, oui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire de la part des populations. Oui. Bien sûr, un enfant a été abattu par une balle qui est sortie de l'arme de l'officier. Ça, c'est une chose. Quelles conditions, pourquoi, je ne peux pas dire, puisque je n'étais pas là. Mais la justice peut savoir, puisqu'il y a les enquêtes. Les autorités aussi, c'est-à-dire surtout les autorités de la défense et sécurité peuvent aussi, puisqu'ils vont faire leurs enquêtes. Mais pour les populations, généralement, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la réaction des populations est une réaction qu'on voit dans les conditions, dans certaines sociétés, quand les populations sont dans leurs émotions ou dans leur passion, face à une situation comme quand un élève ou un enfant est abattu dans ces conditions. Mais généralement, dans un état de droit, dans un état qui est de normes et de valeurs, on n'entend pas qu'il y a ce qu'on appelle généralement on appelle la justice populaire ou la justice. Généralement, dans tout état de droit, on essaie de décourager, on essaie de déconseiller, puisque
la justice, il n'y a qu'une seule justice, la justice qui est garantie par la Constitution et par l'État. Et je crois que c'est cette justice-là que nous tous, nous adressons à cette justice-là. Mais l'autre justice-là, généralement dans plusieurs sociétés, dans plusieurs systèmes politiques, dans plusieurs États, on déconseille, on décourage, puisque il n'y a qu'une seule justice dans un État. On ne peut pas avoir deux justices, vous savez. Donc quand l'autre justice qui n'est pas garantie par les lois, par la Constitution, on commence à se demander. Mais j'ai dit, quand les populations, dans certaines situations, sont face à un incident si horrible, leurs passions, leurs émotions, parfois, les amènent. Donc là, nous ne pensons pas qu'il y aura les policiers qui vont descendre à Boya pour ramasser toutes les populations. Je ne pense pas. Je crois que le réflexe naturel, c'est qu'on va essayer de calmer la situation. On va aller vers les parents, surtout les parents de l'enfant, de la petite, je crois. Nous sommes, mais puisque l'État n'est pas... L'État, c'est l'État, c'est l'expression de la volonté collective de tous les citoyens, avec les institutions, avec les lois, et avec les normes, avec les valeurs. C'est ça qu'on appelle l'État. Et donc l'État, c'est nous tous. Donc quand quelque chose arrive qui touche une famille, un enfant ou quoi, nous tous, dans un esprit collectif qui est humain, c'est tout à fait normal que l'État aille vers celui ou celle qui est en détresse et essayer de calmer, essayer de donner l'assurance, essayer de donner l'espoir, essayer de l'encourager. C'est tout à fait normal, avant toute autre chose. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'émotion. On sait bien que lorsqu'il y a émotion, le rationnel n'est plus là. C'est vrai. Alors, est-ce que cette situation, on a déjà constaté le matin, la population s'est énervée, elle a pris le gendarme à partie. Est-ce que tout ceci ne peut pas jeter le feu aux poudres dans une région où on est en quête de paix depuis longtemps déjà? Oui, c'est tout. C'est pour cela que je dis que c'est triste et c'est malheureux, puisque non seulement que vous avez perdu deux vies, et surtout une vie Et d'après nos confrères de la Charte TV tout à l'heure, il n'est pas mort, mais son pronostic vital est engagé. Donc ils ont dit tout à l'heure à 13h qu'il n'était pas décédé. Il n'était pas, ok. Donc dans ce cas, vous savez, c'est tout à fait normal que... Pas normal, c'est-à-dire, c'est triste et malheureux parce que le nord-ouest, le sud-ouest sont depuis 4-5 ans dans une situation vraiment très précaire et terrible, puisque tout le monde est il y a une sorte de psychose, il y a une peur généralisée, il y a beaucoup de douleur. Et vous savez, que quelque chose comme ça arrive, surtout en ce qui concerne un enfant, et cette fois-ci un officier qui est là pour nous protéger, c'est pour les populations, en être humain, vous savez, les émotions peuvent aller jusqu'à où on ne peut pas mesurer. Donc, c'est une situation qui ne devait pas arriver, mais comme c'est arrivé, je crois que les enquêtes vont montrer, et avec les premiers réflexes des autorités, et je crois qu'on va calmer la situation, puisque vous savez, en fin de compte, nos populations, surtout les populations dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont besoin de beaucoup de gestes d'encouragement, beaucoup de gestes de calmer. C'est-à-dire, il faut que tout le monde qui peut apporter quelque chose qui peut apaiser, qui peut calmer ces populations, puisque vraiment ces populations souffrent depuis 4-5 ans une situation qui est invivable. Nous tous qui sommes de ces deux régions et qui partent là-bas tout le temps, nous on sent ça, puisque nous avons nos parents, nos amis, tout le monde sent ça. Et je crois que nous sommes un peu plus à l'aise parce que nous voyons nos forces de l'ordre qui sont partout et qui font beaucoup de travail. Le travail qui est vraiment admiré par nous tous, puisque quand je vois dans
Quand nous qui voyons partout dans la région, quand je pars chez moi, dans le coupé Manungouba, je vois, quand je pars dans le Fakou, à Kumba, je vois que vraiment les forces de l'ordre font beaucoup de force ces derniers temps pour calmer, pour assurer. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est malheureux, c'est triste, et que ce qui s'est passé à Buea, que ça n'arrive plus, et qu'on fasse tout pour que les populations soient calmées, puisque les émotions, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce sont des êtres humains. Les passions, ce sont les êtres humains. Et compte tenu du fait que ces dernières 4 années, 4-5 ans, ces mêmes populations sont dans dans une peur, dans une détresse, dans une psychose terrible et énorme et immense. J'espère que beaucoup sera fait ces prochaines heures pour vraiment faire de telle sorte que les populations comprennent et donnent la chance à la justice et à la paix, puisque nous n'avons pas besoin d'autres incidents, nous n'avons pas besoin, puisque la situation déjà sur le plan sociopolitique et sur le plan de paix et de la sécurité a commencé à être un peu plus... ça s'améliore par rapport aux années. Est-ce que ce n'est pas ce discours-là qui dérange un peu? Le fait que depuis environ 5 ans, on voit des gens mourir dans ces deux régions-là, mais que le discours politique continue de nous dire que tout va bien, tout est calme, on est en paix. Non, tout ne va bien. Je ne suis pas parmi ceux-là qui va dire que tout va bien. Tout ne va pas bien, puisque je pars là-bas tout le temps. La semaine dernière, j'étais dans le Fakou, donc je suis toujours là. Et nous suivons ça, de minute par minute, seconde par seconde. Tout ne va pas bien. C'est mieux de dire cette vérité, parce que comment est-ce qu'on peut dire que tout va bien quand les gens meurent, les gens ont peur. Puisqu'on dit que le Cameroun n'est pas en guerre, voilà. Le Cameroun est en paix. Puisque le Cameroun, c'est les 4 coins. Le Cameroun, c'est les 4 coins. Alors qu'il y a des et gens que nous sommes ici, vous et moi, maintenant, je ne pense pas que j'ai peur que quelqu'un va venir me tuer ou bien vous tuer. Je ne pense pas. Donc c'est pour cela que je dis, enfin, les Camerounais s'aiment, c'est-à-dire il y a la fraternité. Mais bien sûr, dans les cas spécifiques, dans le nord-ouest, le sud-ouest et un peu plus dans l'extrême nord, il y a cette paix qui est menacée par les situations sociopolitiques et sécuritaires, mais qu'on voit ces derniers mois, ou bien ces dernières années, depuis 2020, on voit que dans certains coins, on voit la situation, les populations commencent à être un peu plus sûrs d'eux-mêmes. Ils commencent même à revenir dans leur lieu habituel. Dans certaines villes, on commence à voir qu'il y a les gens sont un peu plus à l'aise par rapport à 2017, 2018, 2019. On voit que depuis 2020, ça commence un peu, mais ça continue, c'est-à-dire la situation n'est pas encore normale. On cherche pour que la situation, nous arrivons à cette situation. Donc, c'est lui qui dit que tout est bien ou bien tout est normal. Non, ça serait la mauvaise foi. Oui. Alors pour ça, on a vu, le Premier ministre est descendu une nouvelle fois sur le terrain la semaine dernière, après le grand dialogue national qui pourtant avait été institué pour le retour à la paix. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, c'est une bonne chose, Aurélien, puisque vous m'avez posé une question qui me touche beaucoup et je suis un peu très concerné parce que, vous savez, vous parlez à quelqu'un qui a assisté en 1991 à la conférence tripartite de Yaoundé. Et comme vous le savez très bien, vous-même, dans vos cercles professionnels, vous avez donné un sens à cette période, on appelait ça les années de braise. C'était fort et c'était difficile à ce moment-là. Mais j'ai eu le privilège, l'honneur d'être désigné parmi ceux-là qui devaient assister et participer à cette conférence tripartite. Et j'ai vu, la conférence tripartite s'est soldée sur 2 notes. Il y avait 3 commissions qui ont été mises en place, commission sur le code électoral, commission sur l'accès aux médias et commission sur la révision électorale. Mais en même temps, cette même conférence tripartite de 1991 s'est soldée sur une déclaration de paix, de non-violence, de non-agression
de la fin des villes mortes et des cartons rouges, nous tous, nous avons signé cette déclaration. J'ai mis ma signature en 91 sur cette déclaration. Et j'ai eu donc le deuxième privilège où j'ai été désigné parmi ceux-là qui ont assisté au grand dialogue national. Et j'étais parmi ceux-là qui étaient j'étais parmi les vice-présidents de 8 commissions. J'étais vice-président de la commission sur le retour des réfugiés, qui a été présidée par le feu cardinal Christian Tumi, paix à son âme. Et pendant les 4-5 jours, j'ai été à son côté pour que, dans cette commission, qu'on apporte des recommandations qui peuvent permettre le retour de nos personnes déplacées et de nos réfugiés. Et ce que je vois à la fin de ces 4-5 jours de grand dialogue national, c'est que le grand dialogue national a été positif dans avec 4 aspects ou points positifs. Premier point positif du grand dialogue national, c'est qu'il y avait 700 participants parmi ceux que j'étais là. Et parmi ces 700 participants, il y avait au moins 400 qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest. Et tout le monde s'est exprimé. J'ai vu dans ma commission, il y avait non seulement le cardinal Christian Cardinal Tumi, mais il y avait tous les religieux. L'archevêque de Bamenda, l'archevêque de Boya, l'archevêque de Yaoundé, le modérateur de la Presbyterian Church du Cameroun. Il y avait toutes sortes de personnes. Tout le monde a parlé librement. Et en fin de compte, ce qu'on montre, c'est que tout le monde voulait contribuer à la solution. Ça, c'est l'aspect du grand dialogue national qui est positif. Deuxième aspect, c'est que le grand dialogue national a permis à ce que tous les Camerounais donnent reconnaissance au fait que, par leur histoire et par leur culture, les 2 régions de nord-ouest et de sud-ouest sont différentes des autres régions. Et que cette différence est consacrée par la Constitution, puisque l'article 62, paragraphe 2, dit ça, mais n'a pas mentionné le nom nord-ouest et le sud-ouest. Mais la loi de 2019, de décembre 2019, a précisé que le nord-ouest et le sud-ouest sont différents par leur histoire, par leur culture, par leur justice, par leur éducation. Donc, cette différence n'est plus, on ne peut plus considérer les peuples de ces 2 régions comme les gens qui sont étrangers aux autres Camerounais. C'est-à-dire, ce sont des Camerounais, mais qui sont différents par leur histoire. Ça, pour que ça soit fait de cette manière-là, ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Troisième chose positive, c'est que, à travers le grand dialogue national, et à travers les débats et les recommandations, vous savez, on a donné des pouvoirs, j'appelle ça des pouvoirs. Et donc, pour moi, en tant que politologue, pouvoir, c'est un avantage. Quand on a le pouvoir, c'est un avantage. Par rapport à celui qui n'a pas de pouvoir, on a donné des pouvoirs au nord-ouest. Ce qu'on n'a pas donné dans d'autres 8 régions. Quels sont ces pouvoirs? C'est le pouvoir de l'organisation et de leur fonctionnement. Comme vous le savez, à travers le statut spécial. Mais est-ce que c'est vraiment effectif pour ça? Bien sûr, ce n'est pas peut-être pas exactement, ou bien ça n'a pas déjà été effectif. Oui, je suis d'accord que 2 ans, c'est quand même beaucoup, mais je pense que c'est là, et il faut que les populations du nord-ouest et du sud-ouest prennent ça comme un acquis et font tout pour que ça se réalise de manière effective. Puisque, quel est là qui est différent des autres 8 régions? On se dit, quand vous voyez l'organisation, le nord-ouest et le sud-ouest, dans leur organisation, ont des assemblées régionaux. Pourtant, les autres régions ont les conseils régionaux. Le nord-ouest et le sud-ouest ont les House of Chiefs, et les autres régions n'ont pas les House of Chiefs. Ça, c'est dans l'organisation. Le nord-ouest et le sud-ouest ont ce qu'on appelle le Public Independent Conciliator, ce qu'on peut appeler les médiateurs ou conciliateurs de la République. C'est-à-dire un originaire des 2 régions qui est là pour résoudre le problème de ces régions sans se référer à Yaoundé. Entre eux-mêmes, tout problème peut être réglé là-bas. Voici dans l'organisation. Et dans le fonctionnement de ces 2 régions, par rapport aux autres régions, on dit qu'est-ce qui ne va pas. Dans le fonctionnement,
puisque j'appelle ça les pouvoirs. Le nord-ouest et le sud-ouest ont le pouvoir de créer leur propre structure ou institution et ou unité de développement, de leur propre développement. La loi leur donne cette possibilité. C'est-à-dire, vous pouvez créer la mission ou l'autorité de développement de votre route, de votre quoi, de votre agriculture, de votre ceci. Ça dépend de vous, de votre culture. Mais vous avez ces pouvoirs-là. Mais il faut utiliser votre créativité pour créer. Soyons créatifs. Il ne faut pas, sans se référer à honte, puisque c'est dans la loi. Ils ont le droit, donc, d'être consultés en matière de l'éducation et en matière de la justice, puisque on reconnaît leur justice, leur système. Donc, ce sont les aspects positifs. Et le dernier aspect positif du grand dialogue national, c'est que le grand dialogue national a donné l'espoir que ce problème qui a commencé en 2016 dans le nord et le sud-ouest pour trouver une solution. Donc il y a l'espoir, donc tout le monde a l'espoir. Mais vous avez posé la question, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous avons encore un problème. Moi je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Premier problème, c'est que, et je dis ça en citoyenne, puisque je veux que tout le monde ait compris. Je n'ai pas un militant, je n'ai pas un militant de parti. Ouais. En tant que citoyen patriote, je suis originaire de la région du Sud-Ouest. Je vous dis ceci, voici ce qui se passe. D'abord, vous voyez que quand vous regardez le nord-ouest et le sud-ouest, les populations et les élites que nous sommes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que entre nous, il y a un manque de sincérité, c'est-à-dire il y a la mauvaise foi de la part. Je ne veux pas dire que moi-même je suis une exception, puisque je fais partie de ce groupe-là. Donc, mais on voit qu'il y a une mauvaise foi. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas être honnêtes, les gens ne veulent pas être droits, les gens ne veulent pas être, ne veulent pas dire la vérité. Qui les populations ou les élites ou populations tout le monde? Et en même temps, nous les élites, puisque nous faisons partie de ces populations. Ça, c'est la première chose, c'est manque de bonne foi. Mais qui est plus à blâmer? Pour s'arrêter d'abord sur ce point-là, qui est plus à blâmer? Vous, les élites ou la population? Parce que je nous tous, j'ai dit nous tous. Puisque quand vous partez dans les villages et tout, vous allez voir que les sécessionnistes, ils tombent malades, ils se soignent. Ils ont besoin à manger, ils partent au marché. Ils ont des amis, des relations. Ça veut dire que vous, les élites, vous les connaissez donc? Ça veut dire que vous les connaissez. Ça veut dire que nous connaissons. D'accord. Les élites que nous sommes, à cause du fait que nous avons quand même le savoir, l'expérience, et nous sommes dans une situation où nous connaissons un peu certaines choses beaucoup plus. Nous avons la responsabilité de guider, de conseiller. Qu'est-ce que vous voyez? Certaines élites ne veulent pas, ils préfèrent ne pas dire la vérité, puisque soit ils se disent, ils ne veulent pas être, mal vu connus ou mal vus. Donc ils préfèrent ne pas dire la vérité. Oui, ils préfèrent soit être neutre ou bien préfèrent ne pas dire la vérité. Mais quand vous êtes une élite, vous avez une responsabilité morale et autre de dire la vérité. 2 plus 2 égale toujours 4, même si c'est comment. Voici donc le premier problème. Deuxième problème, c'est que parmi nous que vous voyez là. Mais je voudrais bien comprendre, professeur, ils ne veulent pas dire la vérité à qui? Aux populations ou... Ils ne veulent pas dire la vérité aux populations et ils ne veulent pas dire la vérité aux autres non plus. C'est-à-dire aux autres, c'est-à-dire ceux-là, par exemple, les étrangers, ou bien les autres qui ne sont pas de la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et qu'est-ce qui peut justifier cela? Je dis que, mais il se dit que c'est mieux de se cacher, ou bien c'est mieux de se taire, ou bien c'est mieux d'être neutre, ou c'est mieux d'être... c'est-à-dire que vous évitez, vous ne voulez pas être responsable. Hein? Vous ne voulez pas dire que 2 plus 2 égale 4. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand nous avons fait l'école primaire, l'école secondaire, le lycée et l'université, nous avons appris dans nos cours de l'histoire, de géographie, de l'éducation civique et tout, nous avons appris l'histoire du Cameroun. Mais aujourd'hui, parmi nous, les élites et les populations, il y a certains entre nous qui nient
et qui font comme si ce que nous avons appris à l'école primaire, secondaire, lycée n'est pas bon, n'est plus ça. Mais pourtant, nous avons eu le First School Living Certificate, le GCO Level, le GC Advanced Level et tout, sur la base de ce que nous avons appris dans ces écoles-là. Mais aujourd'hui, il y a les gens, vous, qui se comportent comme si ce qui a été dit, ce qui a été écrit, ce qui est toujours écrit, ce qui est écrit non seulement au Cameroun, c'est écrit à New York, à Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, ces écritures sont là. Mais aujourd'hui, il y a certains entre nous qui, à cause de la mauvaise foi, font comme si ça, ce n'est pas vrai. Mais à ma connaissance, 2 plus 2 a été toujours égal 4 depuis le jour. Donc, il y a cette mauvaise foi. Mais il y a une autre chose, c'est que il y a un comportement, ce qu'on appelle l'agenda caché. Les gens ont l'agenda caché. C'est-à-dire quoi? C'est comme si entre nous, il y a certaines personnes qui veulent que cette situation continue. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans la journée, ils se disent qu'ils veulent la paix, mais dans la nuit, ils encouragent ces gens ces jeunes, au lieu de les conseiller, au lieu de les sensibiliser, mais ils les encouragent dans la nuit. Mais dans la journée, ils disent qu'ils veulent la paix. Parce que quoi? Certains se disent, ah, ça va me permettre de garder mon poste. Ça va me permettre d'avoir de l'argent ici et là. Donc, il y a d'autres qui pensent qu'à travers ces conflits, il paraît qu'il y a l'argent qui passe les mains sous la table. Et ils profitent. Ils profitent de cet argent-là. Donc, il se dit, tant que ça continue, l'argent va continuer à passer. Mais pourtant, ce qui se passe n'est pas bon, même pour lui qui reçoit de l'argent. Ce n'est pas bon. Mais puisque tout le monde souffre de la même manière, tout le monde est touché par ce qui se passe, tout le monde est affecté par les villes mortes, et par les tueries, par les kidnappings et tout. Donc, ceux-là qui ont l'agenda caché, et d'autres là, l'agenda caché, c'est plus politique. Il y a certaines personnes dans leur agenda caché, ils se disent que si ça continue, ça peut leur permettre d'avoir le changement de régime. Ça peut changer, c'est-à-dire ça peut permettre à ce que il y a l'alternance, ou bien le régime change, ou bien le régime prend fin. Pourtant, le problème anglophone n'a rien à faire avec le type de régime, ou bien le régime actuel en place, puisque ce problème date depuis 60 ans. Vous voyez, et que la crise qui s'est installée depuis 2016, ce n'est pas la crise qui pose, qui menace le régime en tant que tel. Ce n'est pas une crise pour affronter le régime. C'est une crise qui a commencé en 2016 avec les enseignants et les avocats. Et ils ont posé leurs problèmes qui étaient corporatistes. Et après ces problèmes corporatistes, après avoir résolu ces problèmes, on a constaté que ce problème a été transformé en problème plutôt politique et sécuritaire. Donc, on est là, puisque nous avons maintenant une autre crise qui est une crise de sécessionnisme, c'est-à-dire un groupe qui veut la sécession de Cameroun. Pourtant, en 2016, ce n'était pas ça le cas, mais le problème a évolué en tant que tel. Et il y a certaines personnes dans leur agenda caché, donc qui se disent, mais ils disent qu'ils peuvent profiter, parce qu'ils se disent, avec ça, avec cette crise, ils peuvent arriver à un changement de régime. Pourtant, le problème anglophone et même la crise anglophone n'a rien à faire avec l'alternance ou bien le régime en tant que tel. Mais il y a certains qui pensent comme ça, donc ils font semblant que oh, c'est la crise. Mais en fait, dans leur agenda qui est selon eux caché, mais ce qui n'est plus caché, ils se disent, mais ça peut aboutir à la fin du régime. Pourtant, c'est faux, c'est pas possible. C'est à nous de dire que pour résoudre le problème anglophone, ce n'est pas lié à le régime qui est en place. Ça peut se résoudre malgré le régime en place, puisque d'ailleurs, le régime en place est pour la solution, la résolution de conflit, puisque le régime en place, depuis 2016, a fait tellement beaucoup de choses, beaucoup de mesures, et
surtout la plus grande mesure sur le grand dialogue national, avec toutes les recommandations et toutes les mesures qui ont été prises. On ne peut pas citer tout ça ici, puisqu'il y a tellement de mesures qui ont été prises pour mettre fin. Donc, je ne vois pas quel est le lien entre le problème anglophone ou la crise anglophone, puisque le problème c'est quelque chose qui date depuis 1961, et la crise anglophone c'est quelque chose qui date depuis 2016. Et donc, on se dit, est-ce que vraiment il y a un lien entre ça et le régime? Mais il y a certaines personnes dans leur agenda caché, ils se disent, dis donc, à travers le conflit, on peut arriver à un changement de régime. Mais écoutez, le changement de régime n'intervient seulement qu'à travers les urnes, à travers la démocratie, à travers... Mais ça ne peut pas arriver à travers les armes. Puisque nous sommes en République et nous sommes dans une démocratie, dans un état de droit. Comment est-ce qu'on peut arriver à un changement de régime à travers... en faisant des choses qui ne sont ni démocratiques, ni républicaines? Je ne vois pas. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure, vous vous connaissez. Oui, oui. Donc, ceux qui ont l'agenda caché également, vous les connaissez. Bien sûr, nous nous connaissons très bien. Pourquoi ne pas donc les dénoncer et qu'on arrive à la fin de cette crise qui nous coûte en vie humaine? Vous savez, à ma connaissance, je dis en tant que quelqu'un, citoyen qui a assisté au grand dialogue national, je pense que j'aurais souhaité que, à la fin du grand dialogue national, et même ce n'est pas trop tard, puisque pour moi, vous savez, nous sommes en construction permanente. Et quand on construit, on a besoin de tout le monde. Malgré tout, il ne faut pas être désespéré. Il y a certaines qui sont pessimistes, mais il faut toujours être optimiste. Et je suis naturellement, philosophiquement, je suis un optimiste. Je suis parmi ceux-là qu'on dit afro-optimiste. Et je suis dans mon optimisme, je suis convaincu que malgré tout, il faut continuer à construire. Donc vous avez posé la question, pourquoi pas dénoncer ceux-là qui ont l'agenda caché? Moi, je pense qu'après le grand dialogue national, il faut, et 2 ans après, il faut qu'on introduit un élément qui n'a pas été fait lors du grand dialogue national. Cet élément, c'est plutôt psychologique. C'est plutôt psychologique, puisque ça a été tenté et testé alors, lors de la tripartite de 91. Cet élément psychologique, c'est quoi? Qu'on introduit un projet de ce qu'on appelle un projet de l'engagement pour la paix, un projet de l'engagement pour la fin des violences, et que dans ce projet, on donne un délai, pas délai, un temps précis, soit 180 jours, soit 120 jours. Dans un premier temps, on dit tout le monde doit abonner, tout le monde doit signer, tout le monde doit adhérer, et que ce projet ou cet engagement sera soumis à nos partenaires de bonne foi pour témoignage, soit les Nations Unies, soit l'Union africaine et autres, ou soit le Vatican. On dit, voici le projet qui fait partie du grand dialogue national, qui dit, pour montrer la bonne foi et la bonne volonté de Cameroun, pour que tous ceux-là qui veulent la paix adhèrent à travers les signatures, comme nous avons fait en 91 à la tripartite, et que ça soit ouverte, et que ça soit surveillé, c'est-à-dire des moniteurs qui seront les journalistes comme vous, qui sont neutres et professionnels, et les religieuses. Moi, je ne suis pas contre, pour que pendant 120 ans, ou 120 jours, oui, ou 180 jours, qu'on voit à travers les moniteurs, si dans les 13 départements du nord-ouest et du sud-ouest, puisque dans les 2 régions, il y a 13 départements, dans les 65 arrondissements ou communes, dans les 2 régions, puisqu'il y a 65 communes et 65 arrondissements, qu'on s'assure que pendant 120 jours, 180 jours, avec le moniteur, on voit qui ne va pas adhérer. Et qu'on ouvre ce projet à la signature de tout le monde, y compris ceux-là qui n'étaient pas au grand dialogue national, c'est-à-dire les sponsors de ces sécessionnistes qui sont à l'étranger, partout en Europe, aux États-Unis et tout ça, qu'on les laisse aussi signer et adhérer, et qu'on laisse aussi à ceux-là qui sont en brousse,
de montrer qu'ils doivent faire partie. Je ne vois pas pourquoi pas. Puisque nous sommes en construction. Il ne faut pas avoir peur de construire la paix. Quand la paix est menacée, que tout le monde soit abonné pour construire. Et il ne faut pas chasser quelqu'un. Il ne faut pas dire que parce que tu n'étais pas là ou bien parce que tu n'es pas d'accord maintenant. Mais ça va faire que, pour répondre à votre question, ceux-là qui ont un agenda caché, on va voir s'ils vont signer ou non, qui vont adhérer ou non. Là, on va voir qu'il y a un agenda caché ou qui n'a pas. Je suis convaincu qu'il faut introduire un élément psychologique. Les recommandations sont bien. Et je crois que le Premier ministre est dans son rôle le Premier ministre joue son rôle pour le suivi. Je ne suis pas contre, puisqu'il y avait des recommandations, il faut suivre. Il y a un comité de suivi et il joue son rôle pour suivre, écouter, communier et tout. Je ne suis pas contre. Mais il faut introduire un élément psychologique. Mais pour ça, en attendant l'introduction de cet élément-là, est-ce que le fait de ne pas dénoncer cela ne montre pas aussi que vous êtes un peu complice? Vous ne voulez pas montrer à vos collègues ou vos collègues élites que bon, voilà, c'est moi qui t'ai trahi. Oui, je ne veux pas faire comme s'il y a un garant entre moi et mes collègues, puisque nous sommes tous des frères et sœurs. Nous avons, chacun a sa manière de parler. Mais j'ai toujours dit que malgré nos diversités, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes là, mais il faut que chacun dans sa conscience se demande, est-ce que ce que j'ai fait est sincère? Est-ce que j'ai fait est ma bonne foi ou non? Est-ce que ce que j'ai fait est du fait d'un agenda caché? Il faut que chacun demande sa conscience, puisque le moment est venu. Il faut éviter les choses comme ce qui s'est passé à Boya. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous pensons qu'à l'époque, c'était bon vivre. Je voyais les gens qui sortaient de Douala, qui sortaient de Yaoundé pour venir à Limbe et tout. Et c'était beau, c'était bien. Je ne vois pas pourquoi maintenant on doit dire qu'un soldat ou bien un gendarme ou bien un policier a tué un élève ou bien a tué quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est parce que quoi? Puisqu'il y a une psychose, puisqu'il y a vraiment une détresse. Et voilà donc. Nous sommes là. Donc, pour mes compatriotes, mes frères et sœurs de la région, de nord au sud-ouest, il faut que nous nous demandons, est-ce que je suis sincère? Est-ce que je suis de la bonne foi? Est-ce que j'ai un agenda caché? Vraiment, si quelqu'un a ça, le moment est venu pour arrêter ça. Puisque nous tous, nous avons besoin de la bonne foi, de la sincérité. Il faut éviter cet agenda caché et que le moment est venu de commencer à dire la vérité. Même si la vérité est amère. Nous avons tous appris à l'école primaire et secondaire de dire la vérité. Nous savons exactement ce que nos maîtres nous ont enseigné à l'école primaire. Ça n'a pas changé. Et les maîtres là ne sont pas les francophones, il faut que je dise. Les maîtres là ne sont pas les Français, ne sont pas les Anglais. Les maîtres là sont les Camerounais qui ont écrit. Et nous avons appris. Avec ça, nous avons réussi dans le GCO level et tout. Pourquoi donc changer ça maintenant? Juste parce qu'on a de mauvaises foi? Pourquoi changer? Parce qu'on a les agendas cachés? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes des êtres, des compatriotes, des citoyens intègres. Et nous devons être des citoyens de valeur. Et avec les valeurs, nous pouvons résoudre ces problèmes en étant sincères et de bonne foi. Et que nous n'avons pas besoin d'aller chercher les Américains, les Français ou bien les Britanniques pour nous dire quoi faire. Entre vous et moi, s'il y a un problème dans la sincérité et dans la bonne foi, vous et moi, nous pouvons résoudre ce problème. Je vais dire, je m'excuse. Je ne vois pas pourquoi pas si j'estime dans ma conscience que j'ai été mal fait. Je ne vois pas. Mais donc, on arrive à un moment où tout le monde se cache et tout le monde est dans le fait semblant. Et on crée les galeries, les galères qui sont des faux galères. Les faux galères. Et on fait comme si ces faux galères-là sont des galères. Ce n'est pas des galères. C'est des choses que nous créons parce que dans nos égos, dans notre mauvaise foi, on croit qu'on a raison. Pourtant, on n'a pas raison. Pourquoi est-ce qu'on doit se tuer? Pourquoi on doit s'entretuer? Pourquoi on doit tuer un être humain simple dans la rue? Pourquoi on doit tuer un soldat, un policier qui ne fait que son travail de nous protéger? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Oui, bien, les anglophones ont exprimé leurs revendications et je crois que ceux-là ont été
ont été bien exprimées par l'analyse qui a été faite par le ministre Aboué Machoy. Je pense qu'il a fait, à la fin de 2016, une analyse qui était claire. Personne ne peut nier qu'il y a des frustrations, il y a des sentiments d'injustice, et il y a les gens qui pensent qu'ils sont marginalisés. Et le président lui-même, il a dit qu'il trouve que ces revendications sont pertinentes. Et c'est pour cela qu'il a mis l'État et le régime et le gouvernement sur la voie du dialogue. Il dit, ces revendications sont pertinentes. Regardez ces pertinentes et ces revendications, essayez de trouver des solutions. Et il a toujours dit, il est abonné à cette option de dialogue. Et c'est là où nous sommes. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a le dialogue, il faut que les forces de sécurité ne font rien. Il n'y a aucun État où les forces de sécurité ne font rien face à une menace. Tant qu'il y a une menace, vous aurez toujours les forces de sécurité. Le Cameroun n'est pas une exception. Ça, c'est la règle d'or dans toute société politique. Quand il y a la paix est menacée, les forces de l'ordre vont jouer leur rôle régalien. Mais ça n'empêche pas que la volonté politique s'exprime. Et cette volonté politique au Cameroun, c'est merveilleux et ça marche très bien. C'est-à-dire la volonté politique exprimée à travers le dialogue, à travers la concertation, à travers des réformes, à travers des actes de politique publique, ça se voit et ça peut se régler. Mais pour que ça soit normalisé et ou normal, il faut quand même que de la part de nous, les élites des populations, qu'on commence à être un peu plus de bonne foi, sincère. Et qu'on cache nos agendas cachés là. Ça ne sert à rien, vraiment. La All Anglophone Conference qu'a voulu organiser le cardinal Christian Toumi, qui n'a pas toujours eu lieu, oui. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'était agenda caché? Est-ce qu'il y avait une volonté manifeste que cette conférence ne se tienne pas? Vous savez qu'il y avait eu en 93, je crois que c'était avril, la première conférence, All Anglophone Conference à Boya. Bon, il ne m'avait pas invité, mais je n'ai pas parce que j'étais contre. Je crois que les organisateurs, ils ont invité ceux qui... Donc, mais ils ont posé les actes. Je pense que c'était une bonne chose qu'ils ont dit quelque chose. Et comme vous le savez, après cette conférence a eu lieu, après la tenue de la conférence tripartite, 2 ans après la tenue de la conférence tripartite à Yaoundé. Cette conférence, All Anglophone Conference a eu lieu à Mount Mary, à Boya, et que ils ont posé, ils ont diagnostiqué, ils ont analysé, ils ont fait des propositions. Et que après cette conférence de Anglophone Conference dont vous faites allusion, un certain nombre d'anglophones ont mis en place ou bien ont proposé un projet de constitution fédérale. Lors de discussions, ce qu'on a appelé, ce que vous avez appelé le grand ou large débat constitutionnel. Oui. Comme vous le savez, qu'il y a eu large grand débat sur la constitution entre 93 jusqu'à 95. Oui. Et pendant cette période, il y avait une proposition de constitution fédérale qui a été proposée par certains anglophones qui sont sortis de la All Anglophone Conference d'avril de 1993. Et cette proposition a fait partie de documents qui ont été traités ou bien examinés par la commission présidée par le professeur Joseph Ona, qui était président de la commission constitutionnelle, de la révision constitutionnelle. Il a travaillé et ce qui a donné lieu donc à la constitution de décembre 1993 et 96. Donc, cette proposition de constitution fédérale a été là. Donc, ce n'est pas la première fois, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une deuxième conférence, All Anglophone Conference, à Bamenda, en 1995, où ces mêmes membres, ceux qui ont participé à cette conférence, All Anglophone Conference, c'est-à-dire la deuxième All Anglophone Conference, ont dit que si l'État, c'est-à-dire dans leur résolution, ils ont dit, si l'État ne tient pas compte de ce qu'ils veulent, ils vont aller à ce qu'eux, ils ont appelé l'option 0. Et vous savez, vous pouvez traiter, quelle est l'option 0? L'option 0, c'était qu'ils vont aller aux armes. Hein? C'était en 1995 qu'ils ont dit ça. Et que
Donc, il demande à l'État de tenir en compte ou de prendre en compte ce que eux ils disent. Et depuis lors, la Southern Cameroon National Conference et la Cameroon Anglophone Movement, ils ont fait beaucoup de bruit pendant cette période-là. Je me souviens, à l'époque, j'étais ministre chargé de mission à la présidence, et je me souviens que ce dossier a été parmi les dossiers qu'on traitait au quotidien pour s'assurer que cette Southern Cameroon National Conference, qui était comme le prédécesseur de l'Ambazonian Movement, voilà. Ils disaient toutes sortes de choses, comment ils vont faire pour mettre fin à l'État, pour faire ceci, pour... Bon, on a quand même travaillé. Maintenant, le cardinal Touma a été toujours quelqu'un, en tant que religieuse, a toujours dit que lui, il est pour l'unité de Cameroun. Il n'a jamais été pour, puisque je l'ai vu comme vraiment quelqu'un qui était sur le plan philosophique, sur le plan moral, c'était un compatriote camerounais qui ne voulait pas l'association de Cameroun. Mais pour lui, il croyait que le système tel que c'était mis en place n'était pas bon pour les anglophones. Donc, il a suggéré la fédération. Quand il a donc proposé ce que vous dites en 2019, qu'il faut une conférence, une autre, troisième All Anglophone Conference, ça a été refusé pour deux raisons, vous dites. Et je suis dans la région du Sud-Ouest. Vous savez très bien que l'ancien, bon, le feu maire de Boya, Patrick Ekema avait refusé, puisque selon lui, en tant que maire, il n'était pas consulté selon lui, et il voit que lui, en tant que chef de l'exécutif, comment quelqu'un peut venir dans sa maison sans lui dire donc. Il a opposé, puisque tout le monde connaît ça. Mais j'ai posé cette question au cardinal Toumi, puisque j'étais son vice-président au Grand Dialogue National. Et j'ai constaté que d'autres journalistes comme vous l'ont posé cette question lors de Grand Dialogue National. Vous savez ce qu'il a répondu comme réponse. Et quelqu'un peut dire que je manque, mais je m'excuse puisqu'il est mort. Mais je me souviens, il a répondu ainsi. Que lui, il a proposé la Anglophone Conference puisqu'il croyait que l'État ne va pas organiser un grand dialogue national. Et que le fait que, au moment où l'État a organisé le grand dialogue national, pour lui, il est satisfait. La All Anglophone Conference n'avait plus de sens. Il a dit ça. Si je manque, je crois que d'autres personnes ont le droit de me contredire. Ils ont raison, même puisqu'on ne peut pas lui consulter là où il est. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est de bonne foi, qui va dire que voici ce qu'il avait dit à Yaoundé. Il a dit ça plus d'une fois. Il a dit qu'il est satisfait. Les mêmes raisons pour lesquelles il voulait organiser cette All Anglophone Conference, qui a été maltraité ou mal vu par certaines personnes, lui, il est satisfait puisque l'État a finalement organisé une conférence. Donc, il s'est dit, tout ce qu'on devait dire là-bas, on va dire à la All Anglophone Conference, puisque lui-même, il avait constaté que mais est-ce que 400 étaient les anglophones dans le grand dialogue national. Oui, avant de parler des 400, est-ce que ce n'est pas un peu la forme de l'État qui vous a dérangé dans la All Anglophone Conference que voulait organiser le cardinal Christian Toumi? Je vais embrayer directement. Est-ce que dans les 400 personnes que vous dites venir du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce qu'il était certifié que celles-ci représentaient vraiment toutes ces populations? Si oui, pourquoi est-ce qu'il y a eu des remous donc après? Parce que certains estimaient ne pas se reconnaître dans ceux qui étaient allés au grand dialogue national. Bon, vous savez, nous sommes un pays libre. C'est sûr que certains avaient refusé de venir pour des raisons qui sont les leurs. Certains ne sont pas venus, certains peut-être n'étaient pas invités, mais beaucoup ont été invités et je les ai vus là-bas. Ouais. Bon, je ne pourrais pas questionner leur intégrité, leur représentativité. Puisque ce que j'ai vu, c'est que les religieux que j'ai vus là-bas, est-ce que je peux dire qu'ils ne sont pas représentatifs? Puisque moi-même, je les respecte. J'ai vu certaines personnes, des anciens généraux de ceci, des anciens combattants. Est-ce qu'ils sont vrais ou non? Bon. Les autres, tout le monde les a vus. Mais il y en a qui ont dit qu'il y avait des anciens, des sécessionnistes fabriqués. Bon, c'est possible, puisque je ne les connais pas. Bon, peut-être certains les connaissent, mais moi, je l'ai vu aussi. Mais je sais qu'ils étaient là. D'autres personnes que je connais, certains de la diaspora, ils sont venus. Ils étaient là. Mais M. Frundi, je l'ai vu là-bas. Le cardinal lui-même, il était là-bas.
d'autres anglophones de renommée étaient là. Les grands chefs traditionnels étaient là. Est-ce que ces gens-là, les députés étaient là, les maires étaient là, les hommes d'affaires étaient là? Je me demande, si c'est sur le critère de crédibilité, est-ce que celui qui n'était pas là, pour des raisons qui sont les siennes, est-ce qu'il est plus représentatif des anglophones que ceux qui étaient là? Bon, si on estime que ceux qui n'étaient pas là sont plus représentatifs, bon, c'est à nous de dire, ils sont plus représentatifs sur la base de quoi? Ils ont été votés, ils ont été choisis comment? Ou bien c'est parce qu'ils ont beaucoup parlé, ou bien parce qu'ils ont beaucoup sacrifié, ils se sont beaucoup sacrifiés, je ne sais pas. Mais ceux-là que j'ai vus, si on dit que, ben, peut-être on peut poser la question que je n'étais pas plus représentatif, je peux comprendre, mais je suis anglophone. Est-ce que quelqu'un autre anglophone est plus représentatif que moi? Bon, peut-être c'est vrai, hein? Je ne peux pas me vanter comme si je suis... Si quelqu'un estime que je ne suis pas représentatif, bon, tant mieux. Mais je sais que je suis né dans la région de Sud-Ouest. Bon, si je ne suis pas plus représentatif, ben, tant mieux, tant pis pour moi. Mais les autres, comment je peux dire qu'ils ne sont pas représentatifs? Et que ceux-là qui n'étaient pas là sont plus représentatifs? Sur la base de quels critères? Quels critères, dites-moi. Mais maintenant que nous avons, 2 ans après, nous avons vécu ce que nous avons vécu, et 2 ans après, nous sommes là où nous sommes. Moi, je me dis ceci. Ceux-là qui estiment qu'ils sont plus représentatifs, à la fin du grand dialogue national, le Premier ministre lui-même l'avait dit, et ma compréhension en tant que politologue, c'est que je sais très bien, nous enseignons très bien, un dialogue n'est monologue que quand il n'y a qu'une seule personne qui parle. Mais quand 700 personnes ou plus de 2 personnes se réunissent, nos maîtres à l'école primaire, secondaire, le lycée et tout ça, nous ont appris. Tous les dictionnaires en anglais nous disent ceci. Quand 2 ou 3 personnes se réunissent et que ces 2 ou 3 personnes se parlent, ou parlent, même s'ils ne se parlent pas, ils parlent, ça ne peut pas être un monologue. Aucun dictionnaire dit que c'est un monologue, mais certaines de nos élites, je crois que vous les avez suivis, ils parlent d'un monologue, soi-disant monologue. Vraiment, le dictionnaire anglophone, anglaise, pas anglophone, anglaise, ne peut pas considérer 2 ou 3 personnes qui se disent. Monologue dans le sens où ils se sont dit que c'était vous entre amis, c'est-à-dire que c'était pas, il n'y avait pas d'adversaire en face, ou alors quelqu'un avec une idée contraire à la vôtre. Vous voyez monologue entre moi et le président Mouroundi. Vous voyez monologue entre moi et disons, les généraux quoi, là, qui étaient là, ou bien des... Ce n'est pas possible. Je dis ceci. Parfois, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Les gens ont beaucoup parlé. Hein. Et j'ai vu les gens qui ont parlé avec beaucoup d'émotion et de passion. Parmi ceux-là, vous connaissez très bien. C'est que le faux paix à son âme, paix à leur âme. Le chef supérieur de Kumba, Chief Moukete, le sénateur, il a parlé ça. Monsieur Froundi, président de SDF, il a parlé. Paix à son âme encore, le sultan, le sultan de Bamoun, il a parlé, je l'ai dit, et plusieurs d'autres personnes. Vous voulez dire que ça, c'est ce qu'on appelle monologue? Non, s'il vous plaît. Les gens confondent 2 plus 2 égale 4, comme si 2 plus 2 n'égale plus 4. Voici ce que je vais dire pour proposer. Comme le processus n'est pas un événement, puisque pour un politologue, le dialogue c'est un processus. Processus veut dire quoi? La porte n'est pas fermée, oui, la fenêtre n'est pas fermée. C'est comme si on continue. Oui. Ceux-là qui estiment qu'ils sont plus représentatifs des Camerounais, ou de Nord-Ouest ou de Sud-Ouest, comme c'est un processus, disons que le dialogue continue. Si l'État estime que à un moment donné, il y a l'opportunité ou la nécessité d'avoir l'acte 2, événement 2, dans le processus, dans le continu. Mais il peut le faire. Je ne peux pas être contre, puisque je sais qu'un processus, la porte est toujours ouverte. On continue à parler. Ceux-là qui estiment qu'ils sont plus représentatifs, qui continuent à parler. Mais est-ce qu'on parle avec les armes? Non. Est-ce qu'on parle avec les fusils? Non. Est-ce qu'on parle en kidnappant, c'est-à-dire en enlevant les gens? Non. Est-ce qu'on parle en mettant fin à l'école ou bien en faisant les virements? Non.
On parle avec les idées, on parle avec les propositions, on parle avec l'ouverture d'esprit. On parle. À un moment donné, si l'État qui organise, puisque l'État est toujours un État debout, l'État est toujours un État, il n'y a pas une situation de l'État à l'échec. L'État n'est pas à l'échec au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas parmi les États qui sont ce qu'on appelle l'État à l'échec. Non, l'État n'est pas à l'échec au Cameroun. Donc l'État est toujours là. L'État est partout au Cameroun. Maintenant, l'État organise. Si l'État trouve une opportunité, puisque c'est l'État qui peut trouver cette opportunité à travers, après avoir consulté, hein, puisque l'État, c'est l'État, et l'État est guidé, tout le monde sait, c'est le chef de l'État qui a été élu pour présider au destin de l'État. S'il trouve que c'est demain, après-demain, ou bien l'année prochaine, je ne suis pas... Et à ce moment-là, ceux qui sont pour représenter, ou qui estiment, ils peuvent être, peut-être, ils peuvent se mettre, c'est-à-dire candidats, ou bien participants. Vous dites, je fais partie. Il ne faut pas refuser. Hein? Et à ce moment-là, si vous estimez que je ne suis pas assez crédible, je ne vais pas, je vais me mettre, je vais vous écouter. D'accord. Puisque vous parlez des propositions, d'idées, on ne peut pas dialoguer avec les armes. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir quelle est donc la bonne solution aujourd'hui, lorsqu'on sait que le cardinal qui a voulu la anglophone conférence est décédé, Chief Moukete, qui s'est fâché, qui a tapé sa canne, pour qu'on parle de la question anglophone, décédé, le sultan, qui était aussi fédérateur, décédé, pour que ces personnes-là, disons, reposent en paix. Quelle est la bonne solution, la vraie, aujourd'hui? La bonne solution est très simple, et voici la bonne solution. La bonne solution commence par, dans nos cœurs. Il faut que chacun entre nous, les anglophones et les non-anglophones, regarde nos cœurs. Le cœur doit nous dire quelque chose. Le cœur, si notre cœur dit la fraternité, l'amour, ça va nous amener à ce que tout le monde soit abonné à un projet de fin d'agression, de fin de ville mort, de fin de discours haineux, de fin de lockdown, de fin de kidnapping, de fin de blocage de l'école. Alors que les frustrations et autres problèmes ne sont pas résolus. Non, c'est-à-dire, on adhère, puisque dès que vous trouvez l'amour dans votre cœur, vous adhérez à quelque chose. En adhérant à ces choses-là, vous êtes ouvert à la poursuite du dialogue à travers l'organisation d'autres événements. C'est-à-dire quoi? On ne va pas mettre... La porte n'est pas fermée pour l'organisation d'autres dialogues. Mais il faut d'abord que ça commence avec votre cœur. Et que vous vous dites que parce que mon cœur m'a dit ceci, je vais adhérer à ce projet de plus jamais ça. Puisque ça a réussi en 1991. Dès que vous faites ça, la porte de dialogue est ouverte. C'est-à-dire quoi? La porte de dialogue est difficile tant que votre cœur ne dit pas fraternité, votre cœur ne dit pas l'amour. Et tant que vous n'êtes pas prêt pour adhérer au projet de paix, c'est-à-dire à la non-agression ou la non-violence. Dès que votre cœur vous dit, la porte de dialogue est ouverte, et dès que la porte de dialogue est ouverte, voici ce qui est ouvert aussi, puisque la porte de dialogue est ouverte. Vous pouvez parler de la réforme politique, y compris la réforme constitutionnelle. Ces réformes politiques et ces réformes constitutionnelles pour constituer beaucoup de choses. Et ça dépend de vous. C'est pour constituer beaucoup de choses. Et vous pouvez parler de retour de ces réfugiés, de ces personnes déplacées. Vous pouvez parler de l'apaisement politique, l'apaisement social. Et l'apaisement veut dire quoi? D'autres prisonniers peuvent être relaxés ou bien. Vous pouvez parler de la réconciliation. Vous pouvez parler même de la réconciliation. Mais tant que vous ne trouvez pas ça dans votre cœur et vous n'adhérez pas à un projet, la porte de dialogue sera toujours ouverte. C'est-à-dire quoi? Vous avez posé la question, quelle est la solution? La solution, c'est quoi? L'État va faire son travail, toujours. Tant qu'il y a l'État, il y aura le travail de l'État. Et le travail de l'État, c'est quoi? Protéger les populations, leur bien-être et l'intégrité de l'État. Et en même temps, soyez disponibles
pour que vous dialoguez avec le peuple. Tout État fait comme ça. Il faut pas, l'un n'exclut pas l'autre là. Mais j'ai comme l'impression que dans la mauvaise foi, certaines personnes croient que, et pensent, et proposent même, je crois que vous êtes au courant de ça, certaines personnes proposent que il faut que l'État change, selon eux, changement de paradigme. Changement de paradigme pour certaines personnes, c'est quoi? C'est que l'État laisse tomber la protection des citoyens, c'est-à-dire ce qu'ils appellent option militaire. Et la protection... On dépose les armes. On dépose les armes pour qu'on passe pour le dialogue seulement. Vous connaissez un État qui fait ça? Je ne pense pas. Il faut qu'on soit honnête. Pour dire que quoi? L'État va toujours faire son travail. Puisque tout État, à travers la souveraineté, fait ce travail. Mais l'option militaire, qui n'est que... L'option militaire n'est pas pour tuer les citoyens. L'option militaire, c'est protéger... Protectrice et protéger l'État, l'intégrité de l'État. Et l'État, c'est quoi? C'est toi et moi. C'est tout le monde. Les institutions, les lois et tout. Mais cette option n'interdit pas, n'exclut pas que même le même État fasse l'ouverture vers les populations. Et l'ouverture vers les populations, c'est quoi? Demander aux populations. On fait comment? Nous pensons que chacun regarde dans sa conscience, qu'ensemble, qu'on travaille vers un dialogue. Et il faut que tout le monde adhère à un projet de paix pour qu'il n'y ait plus ce que nous voyons là, les villes mortes, les lockdowns et tout. Dès que tout le monde soit d'accord, vous-même vous allez voir, les portes de dialogue seront ouvertes. On peut tout discuter, y compris les réformes politiques, l'apaisement, la réconciliation et la reconstruction. Mais tant que nos cœurs ne sont pas ouverts, ça sera toujours comme si les portes de dialogue ne donnent pas. Puisque c'est ça, nous sommes là, non? Nous avons fait le dialogue depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours des problèmes comme ce qui s'est passé à Boué. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. D'accord. Alors, on va parler d'un autre acteur. On a parlé de lui déjà il y a peu, de Sa Majesté Ibrahim Bouboun Djoya, autre acteur du Grand Dialogue National. Par ailleurs, militant du RDPC, il vient d'être porté en terre. Déjà, qu'est-ce que vous gardez de cet homme? Et sachant que dans le Noun, il y a 2 principaux partis qui se disputent le champ politique, le RDPC et l'UDC. Est-ce que vous, du RDPC, vous êtes un peu inquiet? On est toujours inquiet quand on perd un père, un patriarche, un homme de cette dimension immense comme le sultan Bouboun Djoya. Puisqu'il était plus qu'un militant de RDPC. Il était bien sûr membre du bureau politique, un militant de RDPC, et convaincu d'ailleurs. Mais il était plus que ça. C'était un homme d'une valeur immense. Un patriarche, au-delà de pays Bamoun. Et je crois que non seulement les Bamoun, la famille royale a perdu vraiment un icône, mais ils ont perdu la nation entière. Puisque le sultan Bouboun Djoya, pour nous qui l'ont connu, il était un homme d'humilité. Il était tellement humble en tant que roi des Bamoun. C'était incroyable. Vous le voyez, il est tellement toujours humble, courtois, poli, incroyable. Vous imaginez un roi comme il était. Mais quand vous êtes à côté de lui, il est votre maître, votre père, votre frère, votre ami, donc vous étiez à l'aise avec lui. Il avait toujours les mots souples, les mots qui conseillent. Il n'était pas trop un homme qui parle comme s'il avait le pouvoir. Et il n'était pas un despote. Il était vraiment un roi libéral, un roi d'ouverture. Et une personne, un personnage vraiment des valeurs qu'on aime. Une humilité, ouverture d'esprit. Essayer de donner le conseil là où il faut donner. Et donc, il ne donnait pas seulement au Bamoun, il donnait à tous les Camerounais. Incroyable pour un homme qui était comme ça. Et vous voyez dans sa vie, il y avait les chrétiens, il y avait les musulmans, et tout le monde était bien. Et c'est ça qu'on veut. Donc pour nous, les militants du RDPC, bien sûr, c'est notre compatriote, et il avait toujours son franc-parler. Vous-même, vous avez suivi ce qu'il a dit lors
de Grand Dialogue National. Il a dit sa vérité, mais certaines personnes veulent donner une lecture de ce qu'il a dit, de moitié-moitié, comme si il n'avait dit que seulement que il faut, la solution c'est l'alternance du régime. Non, mais il avait dit beaucoup de choses, comme vous le savez. Il a dit il faut regarder le code électoral, il faut le regarder, ceci. Il avait dit beaucoup de choses. Et il avait dit ça, c'est sa pensée à lui. Mais cette pensée-là, il faut, quand on donne la lecture, on dit que voici un militant de RDPC qui était franc, qui était libéral, et qui n'était pas contre le RDPC. Il n'a pas dit que comme solution, puisque j'étais en salle, j'étais là et je l'ai écouté tout le monde. Et il a dit de sa manière, avec beaucoup de manière aisée. Il n'a pas fait comme s'il s'est fâché. Il a dit seulement que ces problèmes de nos eaux, il faut résoudre ça. Tout le monde, il faut résoudre. Et il faut regarder un certain nombre de points. Et il a donné ces points-là. Parmi ces points-là, il a dit il faut regarder les mandats de présidentiel. Soit, je crois qu'il avait dit 2 tours et tout. Mais il a dit ce qu'il pense. C'est des propositions d'un homme libéral, d'un homme de franc-parler. Mais parmi d'autres choses. Et je pense que, comme vous le savez très bien, on travaille sur ces aspects. Vous savez très bien que l'ELECAM a demandé à certains de ses d'autres partenaires de faire des propositions. Je crois qu'on est dans cette démarche pour une sorte de réforme de code électoral. Je ne suis pas dans la commission, mais je suis au courant que l'ELECAM a demandé à ses partenaires, chacun de faire une contribution. Il y a même certains partis politiques, comme vous le savez, je crois, qui ont fait une coalition, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour faire des propositions. Il n'y a pas de problème. En République, c'est tout à fait normal. Alors vous êtes membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui. Comment se porte votre parti aujourd'hui après le renouvellement des organes de base? Le parti, globalement, pour vous dire la vérité, se porte bien. Pourquoi je dis? Le parti se porte bien parce que le parti s'est engagé dans le processus de démocratie interne. C'est-à-dire, il faut donner le parti aux citoyens militants du parti, qu'ils soient les vrais dirigeants de leur parti à la base. Ça, c'est le texte du parti qui dit, et le président national, dans sa vision politique, il vaut ça, et il a dit ça. Et donc, ça, c'est, le parti est engagé dans une démocratie interne où les militants de base, quel que soit leurs âges, les jeunes, les femmes et les vieillards, s'engagent à ce qu'eux-mêmes, entre eux, ils décident qui va les gouverner à la base. Et quand vous regardez ce processus qui vient de se terminer le 30 septembre... Avec beaucoup de couacs. Avec beaucoup de couacs dans certaines... circonscriptions. Professeur, on ne va pas regarder là où ça s'est bien passé. Okay, intéressons nos trains qui arrivaient en retard. Mais on constate en même temps qu'il y a eu certains couacs dans une dizaine ou une quinzaine de circonscriptions sur 377 sections. Il y a eu une dizaine de sections où il y avait des couacs. Je suis d'accord, c'était militant. Vous avez dit au début, si on veut prendre la mort de démocratie. Si on veut prendre ce pourcentage, là, on pourrait aussi dire, comme on le dit, comme un adage dit, c'est une dent qui pourrit toute la bouche. Bien sûr, c'est une dent qui même si c'est juste 15. Parfaitement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et on se dit ceci. Oui, on a bien fait, mais on a beaucoup à faire. C'est-à-dire, on n'est pas si parfait. C'est-à-dire, on doit faire le travail, puisque certains d'entre nous ne font pas leur travail. Certains d'entre nous ne lisent pas les textes. Certains d'entre nous, ils s'en foutent même des séculaires et des instructions de la hiérarchie. Donc, ce qui fait que quand vous regardez dans ces circonscriptions, ces dizaines de circonscriptions où c'est comme si la démocratie a des problèmes ou bien il y a des couacs, comme vous dites, vous allez voir qu'il y a 2 problèmes. Les 2 problèmes, c'est que les commissions qui ont été mises en place au niveau local et au niveau de section, au niveau des départements, moi-même je suis président de la délégation aux commissions départementales de contrôle chez moi, et d'autres commissions régionales, certains n'ont pas fait leur travail. Donc ce qui a fait, puisque quand vous êtes une instance de gestion, il faut une gestion par anticipation.
Certains n'ont pas anticipé qu'il y aura des problèmes. Et quand les problèmes se sont posés, certains n'ont pas géré ces problèmes bien. Mais globalement, ils ont géré. Mais dans ces couacs-là, dans ces circonscriptions, il y a eu ces problèmes. Donc, ce qu'ils disent que nous avons le travail à faire, puisque nous avons encore des militants dans certains coins qui ont besoin de beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'imprégnation, beaucoup de formation politique. Nous n'avons pas de choix. Ou bien beaucoup de discipline. Il faut encore de discipline. Et je crois qu'il y a une commission de discipline qui regarde tout ça et qui va, au moment donné, qui va prendre un certain nombre de décisions. Mais, c'est-à-dire quoi? On ne va pas dire qu'on est parfait, on ne va pas dire qu'on a tout bien fait. On sait et on accepte que dans certains coins, certains de nos militants se sont comportés. Donc le RDPC est malade de démocratie. Voilà. Il n'y a pas de réelle démocratie dans votre parti. Non, c'est trop dit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rupture entre le comité central et la base, ou alors c'est que le message ou la vision du président de votre parti, ou alors de votre parti, ça ne mobilise plus? Non, il n'y a pas de fossé entre la hiérarchie et la base, puisque largement dans plus de 360 sur les 317, les choses se sont déroulées sans beaucoup de problèmes. Sans beaucoup de problèmes. Donc, bien sûr, comme vous dites, un dent pour détruire les autres dents. Je suis d'accord. Mais je crois que le RDPC est un parti qui a été créé pour la démocratie. Tout le monde est à la recherche de la démocratie, malgré nos faiblesses, malgré nos insuffisances. Donc, je crois que l'esprit dans le RDPC ne va pas laisser un dent détruire les autres dents. Puisque c'est un parti qui a été créé pour la démocratie et que nous sommes à la recherche permanente de la démocratie. Ceux-là qui ne sont pas encore là, qui sont comme un dent qui est pourri, tout le monde va tout faire pour nettoyer ces dents. S'il faut avoir des médecins, des dentistes, et nous savons qu'il y a beaucoup de dentistes autour de nous, il y aura des dentistes qui vont essayer soit d'enlever, mais le RDP n'est pas habitué à enlever les militants. Hein. Le RDPC essaie d'assainir, essaie de laver, sauf que l'opinion publique pense que le RDPC ne survivra pas après le président Biya. Non, ceux-là qui disent ça, j'ai toujours dit dans les débats, ceux qui pensent que le RDP ne va pas suivre le président Biya, d'abord, ils ont tort parce que... Le danger vient de vous. Non, puisqu'il y a certaines personnes qui créent des problèmes, mais ces problèmes sont une minorité. Deuxième problème, c'est qu'avec ceux qui disent ça, c'est que pourquoi ils estiment que... Pourquoi ils parlent de la fin d'un homme, d'un personnage, comme si on parle de... Comme si ils connaissent, ils ont Dieu. Pourquoi on doit toujours parler en termes de fin d'un personnage comme le président Biya? Pourquoi? On n'a pas besoin. Le RDPC n'est pas dans cet esprit-là. Il est là. C'est Dieu qui donne. Pourquoi doit-on toujours parler? Regarde ce que vous faites. On se dit que dès que le président du parti ne sera pas là, vous n'allez plus vous entendre. Non, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça le cas. Je ne pense pas. On peut changer un certain nombre de stratégies et tout. Le RDPC sera une stratégie. Troisième raison pourquoi je dis qu'ils ont tort, c'est que vous savez, le parti, dans un parti démocratique, surtout en République, n'est pas le fait d'un individu. Et bien sûr, le RDPC est là, qui est le reflet de la vision et la philosophie politique d'un homme, d'un visionnaire, le président Biya. Mais le président Biya fait tout en tant que quelqu'un qui est d'ailleurs démocrate, visionnaire. Il fait tout. Depuis que je vois la création de ce parti, pour donner le parti à la masse militante. Il dit... Mais elle ne veut oui, pas. Non, il dit, puisqu'il dit, vous êtes toujours les maîtres. Oui. Il faut que vous restez toujours les maîtres à la base. Et quand il y a congrès, et vous estimez que je ne suis plus là, on ne va pas dire non. Donc, il fait tout pour que ça soit ainsi. Donc, pour moi, ceux qui parlent de la fin, moi, d'un homme ou bien d'un personnage, je suis, sur le plan moral et philosophique, je suis contre ça. Je ne veux pas
me permettre de parler de la fin d'un être humain, puisque je ne suis pas Dieu. Et dans le processus politique, je sais très bien qu'un parti politique n'appartient pas à celui qui est le fondateur ou de... Puisque dans les sciences Sauf que c'est l'impression que vous voulez nous voilà, donner. L'impression, on pense toujours, dans les sciences politiques, voici ce qu'on dit. Les partis politiques qui dépendent entièrement de leur fondateur, de leur président, ne durent pas. Les partis politiques qui, dans leur organisation, dans leur fonctionnement, qui pensent au-delà, ou nonobstant, ou bien malgré leur président, leur fondateur, ou bien leur dirigeant, ça dure. Puisque les partis politiques, c'est quoi? C'est une association de volonté d'un certain groupe de citoyens qui pensent de la même manière pour la conquête du pouvoir. Et quand ils pensent, ils ne pensent pas en termes d'individus, ils pensent en termes collectifs, c'est-à-dire c'est un groupe. Un parti politique n'est qu'une association de citoyens qui pensent de la même manière pour conquérir le pouvoir. Donc, l'homme qui est président ou secrétaire général ou celui-ci n'est pas le parti. Et quand le destin ou bien la nature ou bien la volonté du peuple dit non, ce n'est pas toi. Non, on ne peut pas se permettre sur le plan moral et philosophique de parler de fin de quelqu'un. Ce n'est même sur le plan moral et philosophique, je crois que c'est erroné. Et donc ceux qui pensent comme ça, ils oublient que nous sommes un pays, une république de valeurs, de moralité. On ne peut pas parler toujours la fin de celui-ci, la fin de cela. Tu peux parler de la fin d'un parti politique, je suis d'accord. Mais lié à la fin de la vie d'un homme ou d'une femme ou bien d'un être humain, je trouve qu'il y a un manque de moralité et d'éthique. D'accord. Alors, le renouvellement des organes de base de votre parti a suscité beaucoup de remous. On a eu des bagarres, on a eu des menaces, on a eu des routes qui ont été barrées, on a eu même des maisons qui ont été incendiées. Bien sûr. Alors, pourquoi on n'entend pas parler de sanctions depuis que tout ceci se fait entendre? Oui. J'ai envie de dire que si c'était un certain parti qui avait fait cela, c'est que les sanctions seraient très fortes maintenant. Est-ce que maintenant vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas d'avis avec ceux qui pensent que vous avez pris les autorités administratives dans votre poche? Est-ce que vous n'êtes pas d'avis avec cela? Non, je suis contre ceux qui ont fait tout ce que vous dites là. Sauf qu'il n'y a pas de sanctions depuis. Non, non, pour les sanctions, je veux dire, d'abord, je suis, en tant que militant de parti, je suis contre ces militants qui ont fait bloquer les routes, incendier les résidences ou bien le bureau de sous-préfet et gifler les autres, porter les armes, faire ceci. Ça, ce n'est pas bien, puisque le parti n'a pas ces valeurs-là. Le parti, les consignes de la sécurité n'ont pas dit ça. Donc, ils ont tort. En tant que citoyens, on dénonce ces comportements, c'est pas bien. Maintenant, pour les sanctions, voici ce que je sais. Le parti, en ce que je connais, c'est que les sanctions passent à travers, d'abord, ils vont faire leurs enquêtes, et il y a une commission de discipline. Cette commission de discipline peut siéger à tout moment si le président décide ainsi. Mais il y a une autre sanction, la sanction de l'État. L'État n'est pas l'État, le parti n'a rien, pas rien. Le parti respecte l'État. Le parti, dans ce texte, respecte la suprématie de l'État. Et l'État peut réagir et a le droit de réagir comme il veut, en tout temps, à tout moment. Puisque certains des comportements, ceux qui ont giflé les autres, ceux qui ont sorti les armes, ceux qui ont bloqué les routes, ceux qui ont incendié. Mais l'État, ça c'est une affaire de justice. S'ils veulent demain ou après-demain, ça ne dérange pas. Mais fait donc dire que, comparé avec un autre parti politique, je ne sais pas si la comparaison est nécessaire, puisque les autres partis politiques, c'est qui? C'est ce qu'on a l'habitude de voir, professeur. Est-ce que si un certain parti avait barré la route, est-ce que le gendarme serait venu négocier? Mais les autres partis politiques oublient ceci. Les autres partis politiques, je ne sais pas de quel parti politique on dit, mais je sais que certains partis politiques, pour vous dire la vérité, je suis choqué par le comportement de certains partis politiques. Je suis tellement choqué puisque je connais quand même certains qui sont des collègues universitaires. Par certains militants de votre parti? Non, des autres partis politiques. J'étais d'abord choqué par le comportement qui vient de se tenir. Je vous ai dit ça. Mais je sais que depuis un temps, le comportement de certains partis politiques, ils sont anti-droit, anti-institutionnel, anti-constitution, anti-normes, je ne comprends pas. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un problème? En tout cas,
je laisse ça à la justice, puisque l'État, c'est l'État. Je parle en tant que citoyen. Et dans le cadre de mon parti, je ne joue pas le rôle de l'État. L'État peut faire comme il veut. Et quand l'État agisse ou réagisse, c'est l'État qui agit, ce n'est pas le parti. Je ne suis pas là. Merci, professeur Elvis Ngolé. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'est moi qui vous remercie plutôt de m'avoir reçu. Et je peux vous dire ceci, je ne suis parmi ceux-là qui apprécient la contribution que vous faites et la maison et l'organisation de la STV, puisque cette contribution est énorme, c'est très républicain, et je suis parmi vos fidèles, vos admirateurs. Il faut continuer dans ce sens, puisque nous avons besoin de tout le monde, et c'est en ma connaissance, et sur le plan philosophique, je suis convaincu que vous tous, vous êtes des ingénieurs qui construisent, vous êtes tous des constructeurs. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, chacun fait les erreurs chaque jour, c'est normal, mais il faut mettre dans nos cœurs que nous avons besoin de tout le monde pour construire ce destin avec l'amour, avec la fraternité, malgré nos insuffisances, malgré toutes nos imperfections. Donc, continuez dans ce sens et tout ce que je peux vous dire, c'est que félicitations et continuez. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à très bientôt.